Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour votre rendez-vous de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission et toutes les autres sur notre page OM Nation Genève, sur Twitter, Instagram et Facebook. Pour m'accompagner, l'équipe du OM Talking Geneva, vous les connaissez. Tout d'abord, la jeunesse avec Raph. Salut Raph. Salut Rafi. Et puis là, tu vois, je suis comme l'OM depuis quelques semaines, je suis une mise au vert. Une mise au vert. Mais la jeunesse, c'est également toi, Flo. Salut Flo. Salut tout le monde. Et comme dans une équipe de foot, il faut la jeunesse et l'expérience. L'expérience avec Richard. Salut Richard. Moi, je vous le dis tout de suite, bonsoir à tous, je ne suis pas vieux. Hein. Je ne veux pas être vieux. Hein. L'expérience, on n'a pas dit que tu étais vieux, Richard. On est avec Chris aussi. Salut Chris. Yo, salut. J'espère que vous allez tous bien. Et j'ai une super nouvelle à vous dire. Nous avons vraiment la chance d'avoir ce soir un invité exceptionnel car il connaît vraiment très très bien l'Olympique de Marseille pour avoir passé de nombreuses années. Tout d'abord comme joueur, il a fait partie de cette formidable équipe et épopée des Minots. Il a été par la suite entraîneur, directeur sportif de longues années et même recruteur pour le club. C'est vraiment un honneur et un privilège qu'il nous fait. Vous affirmez vraiment que son cœur est marseillais, que son sang est bleu et blanc pour toujours. Il nous fait vraiment l'honneur et le privilège d'être avec nous. C'est José Anigo. Salut José. Bonsoir tout le monde. Bonsoir José, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va découvrir ensemble avec vous José le programme de cette émission. On va revenir bien sûr sur le débrief du match Reims-OM et cette victoire 3-1 de l'OM. Il n'y a pas de fumée sans Flo, le verdict de Raph, le top et le flop avec Chris. Pourquoi tu marronnes Richard? Le jeu des pronos OM Strasbourg, ça sera vendredi à 21h. Le quiz qui sera consacré aux joueurs passés par l'OM pendant le mandat de José Anigo en tant que directeur sportif et entraîneur. Vous verrez, ça va être très très amusant. Et en dernière partie d'émission, les questions pour notre invité José. Allez, on revient tout de suite sur le match Reims-OM et cette victoire 3-1 avec toi, Raph. Alors, encore une fois, on a été gâtés. Il y a eu des buts, 3 buts une nouvelle fois. L'OM s'impose avec la manière. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le premier match référence sous l'ère Roger Sampaoli? Alors pour moi, c'est tout simplement un match référence parce qu'on doit se baser sur ça. Après, attention à ne pas sortir du cadre. Souvent, quand on parle de match référence, c'est au milieu d'une saison pour un club qui fait une saison moyenne et on se dit qu'il faut continuer à jouer sur ça. Non, nous, c'est une référence parce qu'on doit construire à partir de ça. On a vu un échantillon de ce qui a été bon. Il faut continuer dans ce sens-là. Le travail n'est pas fini. C'est pour ça qu'on peut parler de match référence, mais attention à ne pas trop s'emballer. Alors, attention à ne pas trop s'emballer. José, est-ce que vous avez été emballé par ce match et que vous pouvez considérer que c'est un match référence? Merci. Alors non, je ne peux pas considérer que ce match est un match référence, mais je pense que c'est un match où l'OM, on sent que ça monte en régime supérieur, ça commence à être mieux dans le pressing, un peu mieux dans la volonté d'aller vers l'avant et dans la finition. Mais c'est surtout les parties individuelles qui ont fait la différence. Payet qui a marché sur l'eau, qui a tout fait, quand il est comme ça, il peut gagner les matchs à lui tout seul. Donc je pense que c'est plus ça que le reste. Je n'ai pas vu un match qu'on peut qualifier de match référence. Ok, merci José. Alors Richard, on va revenir avec toi sur Arkadiusz Milik, notre attaquant polonais, avec une stat assez étonnante. Il a marqué donc 5 buts depuis son arrivée à l'OM et les 5 buts ont été marqués entre la 43e et la 45e minute. Alors on a beaucoup parlé du Sampaoli time en fin de match à chaque fois. Là, est-ce qu'on peut parler de l'Arkadiusz time? Ben écoute, non, moi je crois pas. Je crois que c'est un attaquant de classe internationale qui l'est un peu moins parce qu'il avait été blessé. Donc, il y a encore des petits accros et il y a encore un petit peu de travail à l'entraînement à faire. Mais bon, on voit que c'est un attaquant de classe internationale et quand tu lui donnes des bons ballons, ben, forcément, un gars comme ça les met au fond. Voilà, donc l'important dans tout ça, c'est qu'il marque, quoi. Qu'il reste pas muet, comme ça a été le cas avec Germain, Benedetto pendant X matchs et qu'on soit pas déçu à la fin et surtout ça nous permet de gagner les matchs, quoi.
Alors, Voilà, donc surtout quand on le compare aux derniers attaquants qu'on a eus, qu'on s'aperçoit ce qu'on a entre les mains avec lui. alors, Richard, on dit qu'il marque beaucoup donc il marque essentiellement entre la 43e et la 45e minute. Comment t'expliques que l'OM ne marque pas à l'entame des demi-temps, en fait, au final? Ben, écoutez, pour moi, c'est très simple. Hein. Je vous l'ai dit, ça ne vient pas de Milik, ça vient de ceux qui lui donnent des bons ballons. Donc, ceux qui nous donnent des bons ballons, ben, ils font un petit peu la sieste ou ils ont pris un gros repas. Et il faut qu'ils se réveillent juste à la fin des mi-temps. Parce qu'à la fin des mi-temps, ils savent qu'ils vont être criés par papa Sampaoli. Il va leur secouer le prunier. Et là, ils se réveillent. Ils se réveillent. Et là, ils commencent à faire des petits jeux en triangle pour pouvoir mettre les buts. Donc, trêve de plaisanterie. Il faut se réveiller avant, c'est tout. Comme le disait José tout à l'heure, c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas un match référence. Un match référence, c'est un match pendant 90 minutes où tu mets de la grinta, mais aussi tu as de la technicité. Et Alors, là, il en manque et il faut qu'il soit plus performant dès le départ. merci. Et au Merci. milieu des mi-temps aussi. Ok, merci Richard. On va demander à José ce qu'il pense de l'entame des mi-temps. Est-ce que vous trouvez que l'OM ne rentre pas ou dans son match, donc en première mi-temps, ou débute mal ses secondes mi-temps? Non, je ne pense pas. Je crois qu'en fait, les équipes, quand elles jouent contre l'OM, elles ont un temps de. Il y a de la puissance qui se dégage pendant un certain temps. Il y a peut-être un rythme à trouver. Peut-être que l'OM, pendant un certain temps, essaie d'évaluer aussi les forces et faiblesses de l'adversaire, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien. Mais je crois que quand on voit que Milik marque sur les fins de mi-temps, je pense que c'est presque anecdotique parce que c'est à ce moment-là qu'il trouve la faille et peut-être parce que, non pas parce que l'équipe de Marseille est meilleure à ce moment-là, mais peut-être parce que l'adversaire à un moment, c'est des périodes un peu charnières, les fins de mi-temps, les débuts de mi-temps, entre le fait de déconcentration sur les fins de mi-temps et de reconcentration sur le début de période. Donc peut-être que voilà, ça se joue à rien du tout. Ok, merci José. On va revenir avec toi, Flo, sur une autre stat assez intéressante qu'il y a eu lors du match contre Reims. L'OM a commis seulement 2 fautes dans ce match. Et c'est le plus faible total sur un match de Ligue 1 sur les 15 dernières saisons. Donc, est-ce que selon toi, Reims n'a pas forcé dans ses possessions ou alors tu penses que c'est plus une prise de conscience collective de la part de nos joueurs? C'est déjà, comment dire, il n'y a pas de prise de risque en fait. Ils n'ont pas pris de risque au niveau défensif. Et puis voilà, ils étaient assez, enfin, je dirais pas solides, mais ils étaient normal quoi. Ils n'allaient pas faire des fautes inutiles. Certes, des fois, ils se faisaient prendre comme terrain sur l'action de Boulaïdia, mais derrière, c'était très bien repris, que ce soit par Mandanda ou par les autres défenseurs. Non, ils étaient, ouais, c'était pas prise de, enfin, c'était pas une prise collective. Et puis aussi, faut dire, parce qu'il n'y avait pas Douye Tatsar. Sinon, on en aurait pris 4-5 de plus, quoi. Alors, on va demander à José ce qu'il en pense. Je crois il a déjà très hâte de répondre à cette question. Est-ce que vous pensez, José, que l'OM a eu une prise de conscience collective ou au final, ils n'ont pas vraiment été plus inquiétés que ça? Non, je pense d'abord l'apport de Sampaoli quand il est arrivé. Il a mis un peu de temps, mais il a réussi finalement à fédérer les joueurs, à trouver une équipe qui est compacte. Il a réussi à trouver l'alchimie dont on a besoin quand on est coach, à trouver cette complémentarité entre les uns et les autres. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'équipe est certainement un peu plus en confiance. Elle est devenue un peu plus confiante par rapport à certains résultats, parce elle a démarré par 3 victoires. Après, il y a eu quelques accros, mais on sent qu'aujourd'hui, elle peut s'accrocher à cette 5e place. Et c'est l'objectif, c'est la cible qu'ils se sont fixés. Et je crois qu'ils l'atteindront parce que sur ce que je vois, on sent une équipe qui est… OK, il y a plein d'imperfections, et j'entendais parler de Caleta et compagnie. Oui, il y a de l'imperfection, mais tout ça, il le réglera Sampaoli certainement cet été. Parce que là, aujourd'hui, il n'a pas le choix que de faire avec les joueurs qu'il a dans son effectif, et qu'il n'a pas choisi forcément. Donc, il y a lui de trouver le système, et je pense qu'il a trouvé. Il se met beaucoup à 3 derrière. Il se met beaucoup, enfin, dans son organisation, il a trouvé un système à 3, quelque chose qui convient à tout le monde. Et finalement, le bloc équipe est bien meilleur maintenant que ce qu'il était il y a encore quelques mois.
Ok, merci José. On va revenir encore sur une autre stat avec toi, Raph. On va parler de Dimitri Payet. Il vient de donner sa 100e passe décisive. Alors, on peut dire qu'il a vraiment écrit l'histoire de la Ligue 1 avec cette stat. C'est assez impressionnant parce qu'il n'y a personne qui a fait mieux. Est-ce qu'on est en train d'assister, Raph, au retour du grand Dimitri Payet? Écoute, on pourrait parler d'un retour s'il avait 25, 28 ans. Là, il a la trentaine passée. Moi, je pense que c'est ce que j'ai envie de dire à Payet, c'est fais-nous une dernière belle année, fais-nous kiffer la saison prochaine. Et comme ça, tu finis sur une bonne note. C'est le renouveau, c'est Payet. Il est en dents de scie. On peut pas parler de renouveau. Il nous fait ça à chaque fois. Quand il est bon, l'OM est au top. Quand il n'est pas bon, l'OM n'est pas bon. Il faut arrêter de parler de renouveau de Payet. Voilà, on sent la fin de carrière. Faire une dernière saison et rester sur une note positive. Merci, Raph. José, vous connaissez très bien Dimitri Payet. Est-ce que vous pensez qu'on assiste à un retour en force du numéro 10? En fait, Dimitri, il est cyclique. Il a des périodes où il est moins bien. Et en ce moment, je trouve qu'il est. Bon, d'abord, il est beaucoup plus affûté, ce qui est pour lui essentiel pour avoir un comportement d'un joueur professionnel digne de ce nom. Après, je pense il s'est mis lui aussi quand il a des objectifs, quand il a quand il se motive justement pour obtenir certains objectifs. Là, on n'a plus le même joueur. Et ce n'est pas la première fois, c'est plusieurs fois qu'il le fait. Alors, Dimitri, il n'est pas compliqué à gérer. Hein. C'est une bonne personne. C'est un garçon qui est, même si de temps en temps, dans une saison, vous pouvez avoir des accrochages ou des trucs, mais il est assez clair dans ce qu'il vous dit, dans ce qu'il fait. Il est direct, il est franc. Il vous dit ce qu'il pense. Et par contre, c'est quand il est à ce niveau-là, comme il était contre Reims, alors là, par contre, il est capable d'être décisif dans la passe et décisif dans la finition, ce qui est important dans la phase finale pour l'OM. Alors, je voulais savoir, José, il y a quelques années, vous aviez un petit peu critiqué Payet lorsqu'il est parti en Angleterre à West Ham, peut-être en lui reprochant de ne pas assez montrer son amour pour le maillot marseillais. Là, il a vraiment, donc là, il a prolongé au club avec un salaire qui est vraiment en régression chaque saison et donc il est marseillais à vie et avec une possible reconversion au club. On peut vraiment dire qu'il a montré aujourd'hui son amour pour l'OM. Je vais écouter. Certainement que tous les joueurs aiment l'OM. Je suis pas. Je veux dire, moi, j'ai pas le monopole de l'amour pour l'OM et personne ne peut l'avoir, effectivement. Mais ma conviction première pour un joueur professionnel, aujourd'hui, un joueur professionnel, ce qu'ils font, c'est leur métier. Il peut très bien aujourd'hui être là et puis partir dans un autre club. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Marseille. Mais alors je ne parle pas spécialement de Dimitri Payet, je parle de l'ensemble des joueurs professionnels. Je ne crois plus trop au fait que les joueurs professionnels, quand ils sont dans un club, aient une fibre tellement forte où ils vont rester un certain nombre d'années et en refusant toutes les offres qu'il peut y avoir autour. Aujourd'hui, les joueurs professionnels, on les oreilles bien ouvertes, ils écoutent tout ce qui se passe ailleurs et souvent les sirènes de certains clubs où l'argent est prioritaire, parce que c'est la vérité, c'est comme ça, c'est un monde professionnel, il y a de l'argent au milieu, et beaucoup plus écouté que la fibre du cœur qui, quelquefois, permet à certains joueurs, comme on a pu le voir dans certains clubs en Italie ou en Espagne, c'est très, très rare. C'est ce que j'ai dû vouloir dire à cette époque-là. Il est parti en Angleterre. Il est vite revenu à Marseille parce qu'il a peut-être compris aussi que Marseille, c'était une place forte du foot et que c'était là où il était le plus heureux. Mais je pense qu'il aime l'OM. Mais écoutez, je mets toujours cette parenthèse pour tous les joueurs professionnels parce que quand je les vois embrasser le maillot et puis l'année d'après partir dans un autre club parce qu'il y a plus d'argent ou parce que le projet est meilleur. Donc voilà, j'ai toujours cette réserve quand même pour tout le monde. D'accord, merci José pour cette explication et pour vos lumières. On va parler du prochain match, Strasbourg. Ça sera vendredi soir. Donc Strasbourg qui n'est pas encore sorti véritablement de la zone de relégation. Donc ils vont vraiment avoir un coup à jouer contre nous. Je pense qu'il va falloir prendre ce match au sérieux, n'est-ce pas, Chris?
Ouais, définitivement, parce qu'il reste 4 matchs. Ils sont pas très loin de la zone de relégation. En plus, ils ont perdu le match contre Nantes, là, qui était un match vraiment très important pour eux dans cette fameuse course au maintien. Là, je lisais justement un peu la conférence de Strasbourg, c'est l'entraîneur et le gardien. Très clairement, leur stratégie va être assez simple, de ce qu'ils annoncent déjà, c'est qu'ils vont vraiment être tous à fond derrière. Et l'objectif pour eux, le disent clairement, c'est pas de se prendre un but dans les premières minutes et d'essayer, en faisant douter l'OM sur quelques contres, et finalement peut-être éventuellement de l'emporter. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire attention, il va falloir être solidaire, il va falloir montrer un peu tous les acquis maintenant qu'on a grâce à Sampaoli et montrer des belles choses offensives pour aller les chercher parce que ça va pas être facile. Hein. On risque d'avoir un peu plus justement de fautes aussi de notre côté avec contre eux parce qu'à mon avis, ils vont mettre du pressing, ils vont mettre de l'intensité. Alors José, l'OM a gagné tous ses matchs à domicile depuis que Jorge Sampaoli est arrivé. Là, on ne va pas s'emballer. On aura quand même un match compliqué contre Strasbourg. Très honnêtement, je pense que ce sera un match compliqué parce que jusqu'à la fin, les équipes qui vont venir se jouer au Vélodrome vont donner le maximum. Mais Strasbourg, qui est une équipe qui n'est pas encore définitivement sortie de cette zone inconfortable, même si elle a un certain bonus encore devant, je pense que ce ne sera pas un match facile pour l'OM, mais c'est un match à la portée de cette équipe de Marseillaise qui est en confiance aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, quand on voit les joueurs comme Payet qui marchent sur l'eau et quand on voit Milik qui retrouve de la confiance, qui enchaîne les buts, si je devais faire un pronostic, je mettrais l'OM victorieux sans problème. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. Il n'y a pas de fumée sans Flo. On va parler un petit peu de l'actualité de l'OM. Donc, on va commencer d'abord, Flo, avec la rumeur Thiago Almada. Donc, tu nous avais parlé de lui il y a quelques temps dans le podcast. On a raison qu'il s'était abonné sur les réseaux sociaux à Balerdi et à l'OM. Est-ce que déjà tu pourrais nous resituer, nous présenter le joueur et nous dire d'où vient la source? Alors, ça vient de médias argentins, la source de cette rumeur. C'est un petit Argentin de 1m71, il me semble. Il a 20 ans, il est né au mois d'avril 2001. Il est du club de Vélez Sarsfield. Il a été formé là-bas, voilà, et sa valeur est environ à 20 millions. Alors, tu as regardé son match contre Quito, championnat d'Équateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son jeu? En fait, j'ai regardé le match hier, comme tu l'as dit. Je me suis aussi renseigné par rapport à Twitter, aussi par rapport à Glofar, mais aussi par rapport à certains responsables de l'OM Nation en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. D'ailleurs, je remercie beaucoup Olivier, qui est responsable de l'OM Nation Santiago, parce qu'il m'a beaucoup aiguillé. Mais du coup, par rapport à son match, de ce que j'ai vu, c'est plutôt un milieu offensif centre, milieu offensif gauche, un peu à la Payette. Malgré tout, hier, Vélez jouait dans un 3-4-3, un peu à la Sampaoli, et son poste était comme Thauvin, en fait. Faut dire que c'est pas du tout son poste, et pourtant, même si c'était pas son poste, on a vu des trucs. Enfin, perso, j'ai vu des trucs, et d'ailleurs, Glofar les a aussi remarqués et les a mis sur Twitter. C'est un joueur technique, il est plutôt rapide, il a de la percussion, c'est un truc de malade. Voilà, dès qu'il touche le ballon, tu sais pas, c'est un magicien limite. C'est un très bon dribbleur, il sait bien se positionner entre les lignes. C'est un truc de fou, même c'est un très bon tireur de coup franc aussi. Et en fait, sur ce que j'ai vu sur le match, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Donc, j'étais très impressionné par le joueur. Alors, quelle serait sa valeur marchande si l'OM voudrait le recruter? Alors, il aurait une clause libératoire à 22 millions. Maintenant, ça peut descendre jusqu'à 15 millions. C'est un peu cher, je vous l'accorde. Mais c'est à peu près le même style d'opération que pour Tchai Tatsar. On est sûr d'avoir une plus-value parce que le joueur, il est méga prometteur. José, vous pensez que c'est un peu cher pour ce joueur? Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, le marché dans le foot, il y a plus de prix fixé. Tout dépend de la valeur du gamin et de l'estimation qu'on peut en faire et de la projection qu'on peut en faire. Alors aujourd'hui, j'entendais par exemple quand il est arrivé Enrique, tout le monde disait c'est cher. C'est cher dans l'instant, mais au final, si ce joueur-là développe des vraies qualités et s'impose dans un club comme l'OM, la somme injectée, vous la multipliez par 2 ou par 3.
Donc, c'est des paris, mais aujourd'hui, quand on veut du talent, ça se paye de partout. Et non, moi ça me choque plus parce que je sais que dans ce métier, non, aujourd'hui, le foot a dépassé, au niveau des prix, a dépassé plein de. C'est beaucoup moins raisonnable qu'avant, mais en même temps, il y a tellement de concurrence que vous êtes obligé de surpayer quelquefois. D'accord, merci José. Alors, Flo, on va parler des jeunes joueurs qui s'entraînent avec les pros, pardon. Donc, il y a des jeunes joueurs avec un contrat aspirant ou un contrat professionnel qui se sont entraînés à la commanderie cette semaine. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Alors, il y en a 10, lesquels c'est un peu long quand même, mais il y avait Camardin, Soirée, Bertelli, et il y en a quand même un ça m'a un peu sauté aux yeux, c'est Ezeye Ghebreyesus. Alors, c'est un Suisse né à Zurich, il vient de Grasshopper Zurich, comme dirait Chris, Hop Suisse, Voilà, j'allais le faire. Hop, Suisse, hop, Suisse. Hop Suisse. Et voilà, c'est un international suisse U18, comme je disais, ancien joueur de Grasshopper, il a été formé là-bas, du coup, en partie. Et en fait, c'est dingue parce que c'est une ascension fulgurante parce qu'il a été recruté seulement en février 2021, début février. Donc, c'est un truc de fou. Il est déjà en train de s'entraîner avec les pros. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais c'est quand même assez bien pour lui, quoi. Merci Flo. Et on parle d'une dernière rumeur, la rumeur Alex Moreno. Selon Todo Fichades, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais la rumeur est bien sortie en tout cas dans cette source. Alex Moreno a été annoncé à l'OM. Ouais, bah, tu l'as bien prononcé, hein, Todo Fichares, on s'en fout, hein. On sait à peu près quel média. Oui, bon, c'est un défenseur gauche du Betis Séville, c'est un Espagnol, il a un contrat jusqu'en 2024. En fait, ça serait plutôt une doublure si Amavi prolonge, ou bah, s'il ne prolonge pas, ça serait directement un titulaire. Voilà. Et le prix demandé est de 10 millions. Séville demande 10 millions, mais Longoria il souhaite quand même baisser le prix à 6 millions. On fait confiance à Longoria pour baisser le prix. Allez, on passe à la troisième partie de cette émission, le verdict de Raph. Alors, Raph, je suppose que tu dois être content cette semaine. Enfin, de la tactique et pas que des bourrins, si je puis dire. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais dit il y a quelques semaines. On jouait beaucoup trop sur le physique, on n'était pas assez technique. Et là, franchement, on commence un petit peu à avoir la patte Sampa. J'avais dit tout à l'heure que c'était un match référence sur lequel il fallait se baser pour construire le jeu. Il y a des cours, les joueurs commencent à faire des courses intelligentes, le pressing commence à être plus intéressant et plus concret. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. On n'est plus à l'image de Encham qui ne savait plus où presser. Voilà, c'est pas encore parfait, mais il y a déjà en quelques matchs, on voit que les joueurs se sentent mieux et prennent du plaisir à jouer. Alors, bon, concrètement, on peut dire que sur le plan tactique, tu es satisfait de ce match. Ah, clairement. Et il y a un truc que je kiffe, que je voyais beaucoup à City et que l'OM ne faisait pas assez. C'est un truc, c'est la killer pass. C'est simple. C'est un joueur souvent latéral qui s'enfonce dans la surface à côté des buts et qui fait une passe en retraite ou une passe au deuxième poteau un peu fort. C'est ce qui a été fait par Lirola sur le premier but de Payet et c'est ce que Payet a fait pour le but de Milik. Une passe où le goal ne peut pas intervenir, les défenseurs non plus, et quand on a un excellent attaquant ou un bon milieu offensif, et ben, ça finit au but. Et on commence à voir aussi un truc qu'on voyait pas mal avec Bielsa, c'est la polyvalence dans les matchs, la polyvalence des joueurs. Bielsa avait un carnet à l'OM où chaque joueur devait être capable de jouer à plusieurs postes dans sa carrière, mais aussi dans un même match. Et j'ai l'impression qu'on commence à voir ça avec Sampaoli, avec Lirola qui joue pas mal en dédoublement de passes. Voilà. Alors, José, est-ce que vous concrètement, vous êtes satisfait de la copie tactique qu'ont rendu les Olympiens pour le match contre Reims? Je trouve qu'au début du match, en tout cas sur le départ, ils ont eu un problème à régler avec Gassama au milieu, qui était le joueur de Reims, qui était souvent très libre, et c'était le joueur qui était trouvé et qui pouvait leur faire un peu des misères. Et c'est ce qu'a réglé rapidement aussi Sampaoli. Mais dans son organisation à 5, avec deux joueurs en dessous de la pointe, il est emmerdant, il crée des espaces pour des joueurs qui deviennent beaucoup plus libres. Les deux extérieurs sont allés chercher un peu plus haut et un peu plus vite, donc ça a permis à l'OM d'être un peu plus pressant. Et dans leur pressing, ils ont été performants, surtout fin de mi-temps et
après en seconde période aussi. Finalement, dans son organisation, il a très peu subi parce que c'est lui qui a décidé d'aller imposer un pressing très haut. Donc, mais ça a mis, au début du match, ça a été compliqué à peu près jusqu'au but. Et après le but, l'égalisation rapide a permis à l'OM de changer les choses. Voilà. Alors, Raph, si tu avais quelque chose, un message à donner à notre cher président Pablo Longoria, ce serait lequel? Eh ben, écoute, ce serait un grand merci à Monsieur Pablito parce que au moins, j'ai l'impression que l'année prochaine, on sait à peu près où on va. On a beaucoup de coachs en Ligue 1 qui s'en vont à la fin de saison. Je prends l'exemple de Thierry Loret à Strasbourg ou sinon Stéphane Moulin à Angers. Et les clubs sont en total roue libre. Par exemple, aussi Rudy Garcia à Lyon où le projet semble plus que compromis pour la saison prochaine. Ils ne savent pas où ils vont. Nous, cette année, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre quelques mois d'avance pour l'année prochaine de préparation. On sait où on va. Et quand on a entendu parler Longoria ce matin en conférence de presse, enfin hier du coup, j'ai trouvé très logique son discours sur ce qu'il veut faire et où il veut aller. Et c'est enfin rassurant d'avoir un directeur et même un président de ce niveau-là qui réfléchit. Alors, José, est-ce que vous pensez aussi que Pablo Longoria a bien fait de mettre Jorge Sampaoli en place dès maintenant, ça a vraiment été le bon timing? En tout cas, qu'est-ce qu'il avait à perdre? Il avait une équipe qui ne marchait pas, il fallait faire un changement. Le plus important, c'était de trouver le coach qu'il fallait pour Marseille. Et il l'a trouvé avec Sampaoli, qui est une sorte de Bielsa avec son genre à lui, son style à lui, qui est différent, mais plus ou moins dans la philosophie, ça y ressemble. Et le fait d'être venu plus tôt, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Ça va lui faire gagner, en tout cas, ça va lui permettre de choisir ses joueurs, de savoir qui il va vouloir garder, qui il ne souhaitera pas garder. C'est du temps de gagner et ça va lui permettre de préparer la saison suivante, à mon avis, avec un avantage. S'il était arrivé cet été, il n'aurait peut-être pas pu découvrir tout ce qui aujourd'hui il engrange comme information. D'accord, merci José. Ouais. Allez, on passe au top et au flop avec toi, Chris. Oui, Rafi, alors on va passer au top flop. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, chers messieurs. Alors, tout d'abord, on a pu observer sur ce match-là, malheureusement, il a dû nous quitter dans l'émission. C'est Raph qui a été le plus généreux dans ses notes. Et celui qui a été les plus durs dans les notes du match, ça reste Rafi et Richard, voilà, qui ont été un peu plus durs. Alors Rafi, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais un peu plus dur que les autres. Pourquoi, à ton avis? Peut-être que les autres ont été trop généreux. Ouais, c'est ça. Je vais expliquer ça comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, alors, ceux qui les ont vraiment été très, très durs avec nos Marseillais, ça a été les supporters de l'Olympique, de l'OM Nation Genève, qui ont été particulièrement durs avec ce match-là, qui leur ont mis un 5,4 de moyenne. Voyez. Donc, on va commencer donc par le flop avec vous, José. Donc, quel serait votre flop de ce match-là? Juste 3 noms de joueurs que vous avez trouvé un peu en dessous sur ce match-là. En dessous, je n'ai pas vraiment trouvé de joueur en dessous. Mais bon, si je devais décider par rapport à l'ensemble, je dirais Nagatomo, qui a été peut-être un peu moins performant que les autres. Non, sincèrement, j'aurais du mal à. Je trouve que le niveau a été assez égal. Après, si vous me demandez les tops, je vais vous répondre de suite Payet. Allez, on va passer au top juste après. D'accord. Non, mais pour les flops, non, je n'ai pas. Et encore, j'ai pas envie. Même pas. J'ai envie de vous dire que l'ensemble a été d'un niveau moyen plus. Ça a permis quand même. C'était suffisant pour pouvoir gagner à Reims. Alors, c'est très juste ce que vous êtes en train de dire, parce que nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a pas une note catastrophique. C'est-à-dire, quand on fait un flop, parce que, en fait, c'est tout bête, on demande à tout le monde de noter, puis à la fin, on regarde ceux qui ont les notes les plus basses. Et voilà. Et celui qui a une note plus basse, c'est un peu particulier, parce que vous savez, c'est une sorte d'amour-haine avec les supporters qu'il y a. C'est Thauvin. Il est en pleine période de renégociation de son contrat. C'est un peu difficile par rapport. Je pense que c'est difficile pour lui. Les discussions bonnes.
Et c'est difficile aussi pour les supporters. Non, je pense qu'il n'a pas fait un si mauvais match. Si vous regardez, il a fait toutes les avant-dernières passes. Il a pas été plus mauvais que pendant les autres matchs pour moi. Enfin, c'était quand même meilleur par rapport à avant, quoi. En fait, quand un joueur est en fin de contrat, il restait 5 journées et que dans la tête d'un joueur comme ça, il n'y a pas de renouvellement de prévu. Il y a certainement des discussions avec d'autres clubs depuis le mois de janvier en parallèle. Peut-être des accords de principe, peut-être tout ce qu'on peut imaginer mais qu'on ne sait pas vraiment. Il y a aussi des discussions qui ont dû reprendre avec l'OM parce que si j'avais bien compris, je crois que le club, à un moment, sous l'ère Hérault, le génial président de l'Olympique de Marseille, il voulait, à mon avis, laisser filer Flo, ce qui est une vraie bêtise parce que quand on a un joueur de ce talent-là, si tu dois le racheter, ça est plein, autant le garder, quoi. Donc là, aujourd'hui, il doit se poser 1000 questions. Effectivement, il est moins bien, ça se sent, ça se voit, mais c'est logique. D'accord. Alors effectivement, moi, comme je disais, c'est vrai qu'il y a une certaine d'endure d'une frange des supporters contre lui. Moi, je continue à penser qu'il a fait quand même deux avant-dernières passes quand même sur le match, donc il est loin d'être mauvais. Mais bon, on se retrouve avec un 4,6, qui n'est pas non plus une note terrible. Chez nous, le deuxième flop, c'est Mandanda. Je pense que le poteau qui se prend couvre assez mal. Lang peut-être lui vaut en fait aussi, mais bon, il a 4,9, c'est pas non plus très méchant. Et puis enfin, voilà, comme disait tout à l'heure Nagatomo, et puis Perrin, voilà, qui se retrouve à 5, égalité avec 5 sur 10. Maintenant, passons au flop. Alors, concernant le flop, José, qui c'est que vous verriez? Quel était votre top 3? Top 3? Moi, j'ai bien aimé Bon, j'aime bien toujours Alvaro parce que pour moi, c'est une valeur sûre derrière. C'est une personne qui est. Voilà, je vais les mettre un peu dans les ordres, mais les 3 que je vais mettre Payet, Alvaro, et Milik parce que c'est les 3 qui font pour moi aujourd'hui un derrière, un dans la partie milieu offensif et la pointe. C'est les 3 qui aujourd'hui font des différences. Ouais. C'est ça. Et nous, en fait, on se retrouve avec vous, parce que nous, on a mis Payet en numéro 1 avec 8,2 de moyenne. Alors, c'est pour la petite histoire de l'historique que l'on fait des notes. Je crois que c'est la meilleure note qu'on ait jamais attribuée. Donc, 8,2, c'est vraiment une excellente note chez nous. Ça prouve bien vraiment le match énorme qu'il a fait. Nous, on a mis Lirola en 2. Alors, on aime beaucoup Lirola. Je crois que c'était la frustration, ce que je dis toujours. Je suis assez d'accord. Il a été bon, je l'ai oublié, mais c'est vraiment, il a été très performant, c'est vrai. C'était un grand match de sa part, et puis il a 7,3 de moyenne, et on voit qu'il devient de plus en plus indispensable à cette équipe. Et enfin, en numéro 3, on a mis Rongier, voilà, 6,8 de moyenne. C'est vrai qu'il a fait une très bonne entrée. En plus, il est rentré en cours de match. Il était blessé pendant un certain temps et il a fait un super match. Alors justement, moi j'ai une question par rapport à vous. Est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Rongier, sous Sampaoli, ça peut vraiment bien donner? Vu que Sampaoli, c'est un entraîneur qui aime faire jouer son équipe, qui aime la faire attaquer, presser, qui prend tous les risques offensifs. Rongier, il va rentrer pile poil dans ce profil-là. Moi, j'aime beaucoup ce joueur parce qu'il est actif, il est intelligent. C'est pas les joueurs qu'on voit dans la masse, c'est pas les joueurs très athlétiques, très costauds, très puissants. Mais par contre, ça respire le foot, quoi. Ça respire le jeu. Et c'est vraiment, on sent que quand il est rentré, l'équipe est devenue complètement différente dans le jeu. Ouais, ça s'est ressenti effectivement. Par contre, vous parliez de Lirola dans un système à 3 défenseurs centraux où il est libéré dans son couloir de manière où il est lâché complètement, presque comme un joueur beaucoup plus offensif et très offensif. Il est meilleur que quand il joue à 4, je trouve. D'accord. Donc finalement, notre top, il est pas mal aussi. Alors, il est bon. Votre top, il est bon. C'est moi qui aurais dû mettre Lirola dans le trio. Oui. D'accord. Et puis, voilà, je remercie Jean Gaffan, Vincent et Stéphane d'avoir noté les joueurs via l'OM Nation Genève. Et puis voilà, j'en ai terminé avec ce top flop. Je rends l'antenne à toi, Rafi. Merci Chris, merci à toi. Allez, on passe avec toi, Richard. Pourquoi tu marronnes, Richard, cette semaine? Alors, tu es globalement satisfait, mais toujours tu as quelques petits pics à nous dire. Oui, globalement satisfait, bien sûr. Comme on le dit depuis le début de l'émission,
On peut être que satisfait actuellement. Ça fait 3 matchs qu'on gagne. Il y a l'effet Sampaoli qui s'en ressent. C'est indéniable, c'est une évidence. Après, j'arrive toujours pas à comprendre. C'est même pas de la colère que j'ai maintenant. C'est de l'incompréhension sur le jeu de Thauvin. Il reste 4 matchs. Au lieu de finir en beauté, quoi qu'il arrive, qu'ils partent à l'étranger, qu'ils partent pas. D'ailleurs, c'est pas dans son intérêt de lâcher prise maintenant parce que, comme on a vu, ni Séville ni le Milan AC reviennent à la charge pour l'acheter. Donc, qu'est-ce que ce garçon a dans la tête actuellement? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Alors, tout ce que je peux me dire malheureusement, c'est qu'il ne fait pas le métier et c'est qu'il ne se comporte pas comme un véritable professionnel dans ces cas-là. Tous les supporters de l'OM sont déçus actuellement à cause de son jeu. Actuellement, on gagne avec un super Payet. Imaginez qu'on ait en plus de super Payet un super Thauvin. Ça donne encore de l'ampleur, non? Vous ne pensez pas? Voilà. Alors, c'est un peu chagrinant quand même parce que on est content parce qu'on gagne, mais moi, il m'énerve depuis plusieurs mois, Flo. Alors qu'on sait tous le talent qu'il a. C'est là que ça ne va pas. José, on vous a déjà entendu tout à l'heure sur Thauvin, mais est-ce que vous partagez l'avis de Richard qui trouve que les supporters marseillais sont quand même un peu frustrés de ces prestations? Non, mais moi, je le comprends, mais je l'ai dit auparavant, quand on est joueur de foot, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui font que les joueurs sont bien ou ne sont pas bien. La fin de contrat, le non-renouvellement de son contrat, tout ce qui est aujourd'hui pour lui un peu nocif, tout ce qui fait qu'il est moins bien, c'est parce que dans sa tête, il n'est pas serein. Il a cette fin de contrat, il a ce renouvellement. Je vous l'ai dit, certainement des discussions avec d'autres clubs qui s'enclenchent aussi, parce que même si son idée première, c'est de rester, je sais que Flo a du talent, vous le savez comme moi, et lorsque l'OM aura soit prolongé Flo, ou soit qu'ils auront entamé les discussions de manière sérieuse, vous retrouverez le joueur. J'espère que ça va aller vite, mais dans sa tête, il est moins bien, quoi. Ça se sent. Oui, mais José, pourquoi lui, en tant que professionnel, il ne prend pas la chose à l'inverse de se dire peut-être que si je fais une mauvaise fin de saison, je leur donne pas envie de… Parce que, bon, c'est un garçon qui va forcément trouver une porte de sortie. On connaît son niveau. Largement, parce qu'il a, à mon avis, il a du monde qui se bouscule au portillon. Alors, pourquoi il ne fait pas gagner son club de cœur? Qui part, on ne lui en veut pas. Il a fait son temps à l'OM, il nous a apporté tout ce qu'il nous a apporté. Pourquoi finir comme ça, José? Pourquoi? Merci José. Allez, on passe au jeu des pronos. OM Strasbourg, ça sera vendredi à 21h. Donc, chacun, vous allez me donner votre pronostic. On commence avec toi, Flo. 3-1. 3-1 pour l'OM. Pour l'OM. Richard. Ouais, moi, je me lance 4-0. 4-0. Chris. 3-0 pour l'OM. 3-0. José, votre prono. Ben moi, c'est simple, 2-0, je pense. Ça va être clair. 2-0. Ben moi, je vais dire 2-1 pour l'OM. Allez, on passe au quiz de la semaine. Les joueurs qui sont passés à l'OM pendant que José Anigo était ou entraîneur ou directeur sportif. Le quiz est animé par Chris. Oui, alors c'est parti pour le quiz. Vous savez que le quiz, en fait, nous, c'est un peu une forme de dossier qu'on adapte à chaque fois en fonction notamment des invités. C'est un jeu à la con. Ah oui, parce que ça, c'est mauvais perdant qui parle. Hein. Donc, l'idée, c'est d'essayer un peu de discuter un peu de certains joueurs. C'est pas sûr que je perde ce soir. Mais oui, Richard, on va voir. Je pense qu'il va peut-être gagner, on ne sait jamais. Donc, l'idée, c'est de parler un peu des joueurs vraiment qui étaient sous la direction de José. Il est sur un terrain de foot, tu vois. Que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que directeur sportif. Donc, l'idée, ça va être la suivante. On va d'abord faire deviner qui est le joueur. Ça va être un peu en mode question pour un champion. Hein. Donc, il y aura en face, qui vont se mesurer, il va y avoir Richard, il va y avoir José, qui va aussi peut-être deviner ses propres joueurs quand même, et également Rafi, qui vont donc s'affronter dans cette bataille. Moi, je ne joue pas contre José. Hein. Je ne joue pas contre lui. Mais je vieillis, donc peut-être que j'oublie beaucoup de choses. Oui, mais moi aussi. Et pour nous, en fait, c'est une manière tout à fait ludique, en fait, de pouvoir après rentrer dans une toute petite discussion sur certains joueurs. Et donc, ça va être Raph
qui va vous poser des questions sur le joueur qu'on aura deviné. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, encore une fois, ah oui, et puis j'oubliais Florent qui va être à la barre, excusez-moi, qui va donc compter les points. C'est le juge. Savoir qui, voilà, c'est le juge. Je suis dans le bus. Voilà, donc, alors attendez, celui qui a la bonne réponse, levez la main. D'accord? Comme ça, on peut savoir qui c'est qui est juste. Et surtout, dites pas tout de suite la réponse, levez la main et puis voilà, on va jouer fair play. Celui qui lève la main le premier, il a la réponse et du coup, la donne après. Donc, voilà, j'ai mes petites fiches là, en mode question pour un champion. Là, je suis en mode comme sur France 3. Donc, c'est parti. Alors, la première personne à deviner. Originaire du nord de la France, avant de rejoindre l'OM, un de mes transferts fait beaucoup parler, notamment pour le choix de la destination. Franck Ribéry. Oui, Franck Ribéry. Alors, on va avoir un adversaire de qualité ce soir. Ouais, Alors, ça, la c'est bien. question- J'ai dit, ça va être dur contre José. Hein. La question, José, est-ce que vous avez stressé lorsque il y a eu ce litige avec Galatasaray Est-ce que vous avez stressé que la FIFA refuse que Ribéry joue pour l'OM? Non, on était. En fait, le plus gros stress qu'on a eu, c'est venu de la part de Robert Dreyfus, parce qu'on nous a fait comprendre que si un jour on devait payer les 10 millions demandés par Galatasaray, Pape Diouf et moi, on serait éjectés de nos postes. En gros, je voulais résumer comme ça, mais c'est les messages un peu subliminaux qu'on nous a fait passer. C'était vous voulez prendre le risque, vous le prenez, mais si au bout on doit payer 10 millions, vous assumerez, vous irez tous les deux dehors. C'était ça l'histoire. D'accord. Alors, passons au deuxième joueur. Attention, celui-là devrait aller si vite. Hein. Passage rapide et intense du côté de la Canebière. Je laisse chez les supporters un sentiment c'est Richard. inachevé. Richard. Drogba. Oui, Didier Drogba. Voilà, donc je finis comme le texte d'une histoire qui ne peut pas s'arrêter là, tellement l'histoire est C'est facile aussi. Je suis l'homme de cette demi-finale, un triple derrière la jambe d'appui et je mets Newcastle et l'Europe à mes pieds. Raph? Oui, José, est-ce que vous ne regrettez pas que cette idylle entre les supporters de l'OM et Drogba n'ait pas duré plus longtemps? Moi, d'abord, je regrette d'avoir perdu le joueur et la personne que j'aimais à ce moment-là où j'étais encore coach, parce que Didier, quand tu l'as dans ton équipe, au-delà du fait que c'est un immense joueur, c'est un mec qui est extraordinaire. C'est un super professionnel, il fédère dans le vestiaire, il fédère le groupe. C'était beaucoup de choses. Maintenant, j'aurais préféré qu'il reste encore quelques années à l'OM, parce que même pour lui, je pense qu'il aurait pu encore. Il est déjà un monument à Marseille, mais il aurait pu l'être encore beaucoup plus, parce qu'il était sur une telle lancée que je ne vois pas comment il n'aurait pas été encore beaucoup plus fort que ce qu'il est devenu encore après. Ouais. José, quand on a Drogba en attaque, on rentre sur le terrain, on est plutôt serein. Hein. Ouais, on est serein, et c'est pour ça que quand on a fait la finale en 2004, il était à... Les gens ne le savent pas, mais on avait joué à Monaco quelques jours avant, et il avait pris un gros coup de genou dans la hanche, et il a joué la finale à 40%. Il a fallu le piquer dans tous les sens pour lui enlever la douleur, mais il a voulu la jouer. D'accord. Il a voulu la jouer, mais c'était quelque chose qui était... C'est sûr que quand tu l'as à 100%, ça change l'équipe, ça change le match, ça change tout. Ouais. Allez, plus de joueurs souvent. Attention. Et dire qu'à la base, je faisais de la boxe et que c'est au détour d'un stade au Havre et d'une rencontre que je deviendrai l'un des joueurs les plus emblématiques de l'OM pendant plus d'une décennie. Surnommé le félin, j'ai fait gagner des dizaines de points au club et ma loyauté a toujours été sans faille. Mamadou Niang? Rafi. Ouais, j'allais dire Mandanda. Ouais. Oui, c'est Steve Mandanda. Oui, Mandanda. Voilà, Steve Mandanda. Sa loyauté toujours sans faille et je suis également champion du monde avec les Bleus en 2018. Alors, on en a tellement pris au Havre. On a pris Mendy, on a pris Mandanda, on a pris qui venait du Havre aussi. Il y avait Diawara qui venait du Havre. Il y avait Samba, il y avait. Ils étaient tous natifs ou alors ils avaient joué au Havre. Niang et compagnie, ils étaient tous du coin là-bas. Là, il y a Gay, on a Gay qui vient. Alors Raph, t'as ta question pour José. Ouais.
Est-ce que après cette terrible, on se souvient tous de cette terrible blessure en 2014, est-ce que le fait que Mandanda soit revenu à ce top niveau qu'il a eu jusqu'à cette saison, est-ce que pour vous, très rapidement, c'est le signe, ça démontre un très gros mental de sa part? Non, mais Mandanda, d'abord, c'est un super professionnel. Mais vraiment, hein, c'est quelqu'un qui a su régler les problèmes qu'il pouvait avoir. Je parle notamment de temps en temps avec des prises de poids légères. Mais par contre, c'est un vrai professionnel avec tout ce que ça comporte. Et je crois que Steve, dans sa tête, il est très fort mentalement. Oui, on l'a vu quand il a fallu qu'il se recadre. Hein. Il a été très fort. Ouais, il s'est recadré, mais même, il a un vrai mental. Et puis, dans un vestiaire, c'est devenu un vrai cadre. Il est là depuis tellement longtemps. Il connaît le club parfaitement. Et j'espère, par contre, puisqu'on parlait tout à l'heure de Dimitri Payet, j'espère que pour Steve, le club aura la décence de lui proposer une après-carrière parce qu'il pourra faire bénéficier tous les jeunes de ce qu'il connaît du haut niveau et en plus dans ce club. Ah bah c'est tout ce qu'on espère. On espère quand même qu'il va être vraiment, comme un peu Dimitri Payet, qu'il ait un contrat après, parce que c'est quand même un grand. Ne serait-ce comme entraîneur des gardiens pour les futurs gardiens qui arriveront. C'est clair. Et pourquoi pas l'entraîneur tout court aussi, hein, s'il passe les diplômes, parce qu'il a le mental. Oui, il peut le faire, mais après, ça prendra du temps, mais je pense qu'il s'orientera sur ça parce que c'est un passionné. Ouais. Bon, ensuite, passons au joueur suivant. Après avoir évolué sous les ordres de Giroud, je m'envole vers les sommets de la Première Ligue, mais de nombreuses... Djibril Cissé. Oui. Mais de nombreuses blessures m'empêchent de démontrer l'étendue de mon talent. Je décide de revenir en Ligue 1 dans un club qui m'est cher. Ouais, vous avez fait tous les attaquants. Même qui accepte de me recevoir alors que je suis encore blessé pour 6 mois. Après de nombreuses tractations, je reste jusqu'en 2008 avant de retourner en Première Ligue. Alors, Raph, pour ta question. Oui, José, on se souvient tous. Donc, Djibril Cissé arrive à l'OM sous forme de prêt et puis il était blessé au début. Et après, il y avait une option d'achat à 12 millions que le club n'avait pas les moyens de payer. Mais si je me souviens bien, vous aviez un accord avec le joueur pour qu'il reste. Et du coup, est-ce que cet accord que vous aviez a facilité les négociations parce que le joueur voulait rester? Ce qui a facilité les négociations, c'est d'abord, le fait que le joueur voulait rester absolument. Il voulait absolument jouer pour Marseille. Et la deuxième chose, c'était que le club à qui il appartenait a facilité ces négociations. En l'occurrence, c'était Liverpool. Je ne suis pas un joueur. J'ai même une carrière assez atypique avant d'arriver à la tête de l'OM. Malheureusement, je ne suis plus là pour parler de mon amour pour l'OM. De journaliste à président de l'OM, passant par agent. Bon, c'est assez facile. Hein. Oui, je crois. Alors, on va laisser José répondre. On va laisser José répondre. Non, on parle de Pape. Bien sûr, on parle du Pape, effectivement. Et la question, c'est, dans un entretien sur le site Made in Marseille, vous parliez de beaucoup de fou rire avec lui. Ouais. Selon vous, qui est-ce qui rendait ce personnage si attachant? En fait, Pape, c'était en dehors d'être un président, c'était quelqu'un. Alors, on n'a pas toujours été d'accord, hein, parce qu'on s'est frité, mais plein de fois pour plein de choses. Parce qu'on n'était pas toujours d'accord, et c'est ce qui faisait aussi le charme de cette relation que nous avions, lui, Julien Fournier et moi, pendant à peu près 5 ans. Pape était quelqu'un d'assez malin, et puis c'était surtout quelqu'un qui était entier. On pouvait avoir des discussions avec lui à peu près sur tout. Et quand je dis tout, c'est d'abord parce qu'il était d'une intelligence de haut niveau, et puis connaissait très très bien le foot, ce qui est rare chez les présidents de clubs, où de plus en plus ce sont des gens qui viennent pour faire du trading et mais lui, c'était un fin connaisseur du foot pour avoir été agent, mais aussi surtout passionné de joueurs et de football. Donc oui, je crois que en fait, il était fait pour avoir ce poste. Il était fait pour être président de l'OM. Et ce qu'il a fait pendant les années où il l'a été, ce qu'il a fait, mais ce que nous avons fait, parce que c'était aussi le travail de Julien, c'était le mien. On avait fait une équipe un peu qui était
très homogène. Et puis, on a réussi à faire en sorte de partir avec des fonds quasiment de zéro pour arriver à faire ce que le club soit pérennisé financièrement et soit jusqu'en 2010, jusqu'à ce qu'il parte. D'accord. C'était touchant en tout cas. Oui. Passons au joueur suivant. Sous-coté à Bordeaux, je suis libéré et je joue en amateur, renonçant même à un moment à ma carrière de football professionnel. On parle de Mathieu, là, bien sûr. Oui. Mais après des saisons excellentes en niveau amateur, je rejoins l'OM pour lequel je jouerai 8 ans. On me surnomme aussi Petit Vélo. Donc voilà, José a trouvé très rapidement. Quand même, je pense que c'est un peu un des joueurs dont vous êtes peut-être le plus fier d'avoir trouvé, peut-être aussi, à dénicher, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un que vous avez déniché. Alors, le plus fier, pas plus que d'autres, mais disons que c'est une belle réussite. Quand tu vas chercher un joueur que tu payes 80 000 euros à Libourne, pas grand monde croyait à ce gamin. Quand moi je suis allé le voir plusieurs fois, on regardait ça et les gens disaient oui, il a du talent, mais pas assez puissant, pas assez grand, il n'est pas dans les standards pour être professionnel. Bref, c'était compliqué. Et justement, quelles étaient votre premières impressions quand vous l'avez vu? Moi, j'ai vu du talent. J'ai vu un garçon qui était extrêmement mobile, qui était puissant sur ses jambes, mais qui était très intéressant. Très intéressant. Mais José, il a eu du nez parce que Petit Vélo, les buts qu'il met à Liverpool et les buts qu'il met ensuite en équipe de France, c'est digne des plus grands joueurs en Europe. Hein. C'était des buts de folie. Hein. Mais Mathieu, alors il a une qualité, c'est qu'il est capable dans les gros matchs, il a toujours été présent. Alors, il a eu des périodes parce que c'est pas non plus un immense moteur, il a des creux dans les saisons, parce qu'enchaîner un certain nombre de matchs de manière régulière, c'est pas toujours ce qu'il pouvait faire de mieux parce que c'est pas une grosse machine. Pardon, mais par contre, dans les gros matchs, les matchs importants, les matchs décisifs, et tu peux compter dessus, il est là. Et la preuve, c'est qu'après Marseille, je suis allé le chercher pour l'Olympiakos et je l'ai ramené vers l'Olympiakos. Et il a aujourd'hui quasiment 38 ans et il fait les beaux jours de l'Olympiakos. Ça fait deux années consécutives où il est meilleur passeur du championnat et deux années consécutives où le club est qualifié en Ligue des Champions. Et lui, voilà, il est là. Et malgré son âge, il continue à être performant. Alors, finalement, c'est vous qui avez été notre fossoyeur indirect alors en Ligue des Champions cette année. Non, pas du tout. Bon, allez, question suivante. Je commence ma carrière professionnelle en 1995 à l'OM. Et j'y reste pendant 5 saisons, jouant même une finale de Coupe UEFA en 1999. Je le fais à la française. Je suis défenseur central et international sud-africain. Rafi alors. Pierre Issa. Eh oui. Aujourd'hui, je me suis reconverti dans le métier d'agent de joueur. Alors, faut savoir, Pierre Issa, on l'a reçu. Hein. Donc, voilà, on est assez fiers de l'avoir eu. C'était super, d'ailleurs, une super chouette personne. Ça fait vraiment partie des vraies bonnes expériences qu'on a eues, nous, dans le talk. Et voilà, la question, c'est est-ce que vous avez apprécié travailler avec Pierre Issa? Et selon vous, quelles sont ses qualités en tant qu'agent? Je pense qu'aujourd'hui, Pierre, c'est quelqu'un qui a réussi. D'abord, il a fait un passage en tant que directeur sportif à l'Olympiakos, donc ça lui a permis de découvrir aussi, de se faire un carnet d'adresses, de découvrir plein de choses pour pouvoir faire ce métier. Et puis, c'est un garçon qui parle plusieurs langues, ce qui est assez intéressant quand tu fais justement ce job-là. Et puis, je pense qu'il s'est mis dans un objectif d'être un des meilleurs agents et il y arrivera certainement parce que bon, il n'est pas vieux, il a encore une grande marge de progression dans ce métier parce ce métier bouge en permanence et puis ça évolue en permanence. Certains agents s'associent avec aujourd'hui de grosses compagnies pour être de plus en plus puissants et d'avoir de plus en plus de joueurs sous leur coupe. Donc oui, je pense qu'il est intelligent, donc il arrivera à ce qu'il veut. D'accord. Maintenant, on va passer à un cas un peu plus difficile. Jeune joueur considéré comme le futur de l'OM, je risque d'avoir la lourde tâche de remplacer
attention, il phénoménal. J'apparais très souvent dans le groupe pro. Rafi. Ah. En bas Comment? Carasso. Non. Attention, jeune joueur considéré comme le futur de l'OM. Attention, il est contemporain celui-là. Gère Non, pas celui-là. Dogo Poudou, là, je sais plus comment. Alors Samba, alors. Alors Brice quel est- Samba. Quel est son prénom? Richard? Tu l'as? Il s'appelle Samba, Simon. Il s'appelle Simon. Voilà, c'est Simon. c'est moi qui ai trouvé, c'est moi. Hein. Mais oui, Richard, il est pour ta celui-là. On met le point. Alors, voilà, il est pour Richard. Alors, la question à José, c'est la suivante. Pourquoi, lorsque vous travaillez avec Nottingham Forest, vous souhaitiez recruter ce joueur ou du moins avoir donné son nom? On l'a vu circuler, en tout cas. Alors, je vais vous expliquer entre ce que les gens racontent, ce que les gens écrivent et la réalité. Oui. Il y a vraiment une grande distance très souvent. Donc, c'était fake news alors? C'était une vraie fake news, effectivement. D'accord. Mais on a pu la vérifier. Mais je pense que beaucoup de gens, c'est plutôt malin d'ailleurs, quand les agents ont des joueurs, il suffit que si on vous voit parler avec un agent parce que vous le connaissez ou parce que vous venez le saluer ou quoi, et que vous travaillez pour un club, immédiatement, ça a été la déferlante pour tel joueur ou tel joueur. En réalité, quand je venais voir les matchs, mais je venais de voir dans la globalité, je faisais les rapports qu'il fallait faire, mais en plus, non, il n'était pas ciblé par le Nottingham Forest, pas du tout. D'accord. Bon, pas très bien. Au moins, comme ça, les choses sont claires. Ouais. Allez, encore un. Une grosse partie de ma carrière se fera à l'OM où je joue plus de 250 matchs. À la base, je ne suis là que pour remplacer numériquement Vicente Lizarazu, parti en terre bavaroise. Mais après seulement 2 matchs avec Rafi. Il y a Rafi qui l'a, je crois. Taïwo. Oui, Taïwo, bien joué Rafi. Mais après seulement 2 matchs avec la réserve, je joue de plus en plus en pro avant de devenir un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire phocéenne. On me connaissait notamment pour mes coups francs dévastateurs. Alors, la question, José, c'est à un moment, vous aviez déclaré que d'avoir recruté Taïwo était l'une de vos meilleures trouvailles à l'OM en tant que directeur sportif. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? De nouveau, c'est Made in Marseille, la source que nous avons eue de cette... Taïwo, c'est un monstre. Tu as la réponse. Exactement. Taïwo, il est arrivé d'abord. Il avait fait des essais en Israël et il ne l'avait pas gardé. Il avait fait des essais un peu, je crois, en Belgique aussi. Il n'avait pas été gardé. Il est venu faire un essai chez nous. Il est passé par la réserve. Et à l'époque, c'est Roland Gransart qui était à la réserve et qui était directeur du centre qui nous avait dit il faut le voir parce que c'est un bon joueur. Et puis, il est descendu, on l'a vu. Et immédiatement, on a voulu le garder parce qu'il était brut. Alors, si vous vous rappelez au début, tactiquement, il faisait certains moments, c'était des horreurs. Il y avait des absences sur les remontées, des absences sur plein de choses. On s'en souvient. Voilà. Oui, des erreurs de placement. Oui. Exactement. Mais par contre, il compensait parce qu'il était extrêmement puissant et rapide. Donc, il compensait ses boulettes par sa puissance. Mais par contre, quelle joie de vivre dans un vestiaire, quelle joie de vivre dans un groupe, quel bonheur d'avoir un mec comme ça au quotidien, toujours le sourire, et puis voilà. Donc pour moi, ça a été une belle réussite parce qu'il est venu pour rien, ça n'a coûté rien au club, et l'erreur, ça a été de le laisser partir libre à un moment où moi je pense qu'il fallait je pensais à l'époque qu'il fallait le renouveler, et à la direction, personne ne voulait le renouveler, parce que il était parti dans une démarche peut-être un peu trop gourmande, mais je pense qu'on aurait pu y arriver. Donc voilà. Tout le monde a cru qu'il était en fin de parcours et qu'il fallait laisser partir. Je n'étais pas dans cette optique-là. Je voulais absolument. Il le sait, puisque j'en ai parlé très souvent avec lui. Il sait que moi, je voulais absolument qu'il reste. D'accord. Allez, dernier joueur à deviner. Recruté pour être la doublure de Taïwo, on en parlait juste à l'instant, lors de la saison 2007-2008, je suis finalement positionné à droite pour pallier au départ d'Habib Bey, qui est parti quelques temps avant la fin du mercato. Je fus même dans l'équipe... Laurent Bonnard. Oui, voilà. Et je fus même dans l'équipe type de l'année 2008 pour mes excellentes prestations. Alors, question à José, qui a eu l'idée de replacer Bonnard du côté droit? C'était très facile. Laurent, il était capable de jouer des deux côtés. Et on le savait dès le départ quand on l'a pris. Parce que quand on l'avait scouté, quand on l'avait vu,
il pouvait jouer, il était bien meilleur à gauche parce qu'il venait sur son pied droit, mais il pouvait aussi se positionner à droite. Donc, dans l'achat du joueur, dans l'optique de sa venue, pour nous, il pouvait compenser. Et au départ, il venait pour faire gauche et droite et compenser si à droite on avait un problème. Mais Laurent, vous parliez de réussite, mais Laurent est une réussite vraiment plus que belle parce qu'il venait du Mans, c'était un joueur qui n'était pas forcément connu. Tout le monde se demandait qui c'était, pourquoi il venait à l'OM, et ainsi de suite. Sauf qu'à la fin, Laurent, il a été un joueur exceptionnel avec Marseille. Oui, c'est ça. Alors, donc, résultat des comptes, à la VAR, je réclame Flo. Qui c'est qui a gagné? Rafi a gagné avec 5 points. Derrière, José avec 3 points et Richard 2 points. Drogba et Simon t'ont fait gagner tes 2 premiers points, Richard. Ah bah c'est bien, bah voilà. J'en ai eu des fois, deux points. Tu vois que tu peux bien t'en sortir au jeu. En tout cas, merci José pour ces anecdotes et ces témoignages très touchants. On a appris beaucoup de choses. Ouais, c'est le but. C'est le but de vous faire savoir un peu des trucs que souvent, parce que quand on lit ou quand on écoute, on n'a pas forcément la version ou en tout cas la vérité des choses. C'est ce qui est d'ailleurs compliqué dans ce métier, c'est qu'il y a tellement de courses à l'info que tout le monde veut sortir tout et n'importe quoi. Et vous avez des choses qui sortent qui sont ahurissantes, mais bon, on ne peut pas tout démentir parce que quelquefois on s'en fout. On laisse passer l'info, mais il y a beaucoup de choses qui étaient pas du tout vraies dans tout ce qui se racontait. D'accord. Merci José. On passe à la dernière partie de cette émission. Les questions pour vous, José. Alors, je dois vous dire qu'on n'a jamais reçu autant de questions pour un invité. On a été très, très sollicité. On voudrait d'ailleurs, de ce fait, remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont écrit sur les réseaux sociaux pour nous envoyer vos questions. On en a sélectionné bien sûr une partie, on n'a malheureusement pas pu poser toutes les questions. On va commencer avec l'OM Nation Genève. Donc on a Jérôme de l'OM Nation Genève qui vous demande quel principal souvenir vous gardez de votre parcours jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA. Disons que le départ a été compliqué, mais parce que je me souviens du premier match, mais le vrai souvenir, le plus beau, ça a été celui quand nous sommes qualifiés contre Liverpool. Voilà. Ça a été pour moi, c'est pas Newcastle, c'est Liverpool, c'est d'abord parce qu'on avait été fait un résultat à Anfield Road et puis après on les avait battus à la maison. Mais pour moi, c'était un souvenir exceptionnel d'une bande de joueurs. Il avait fallu tout changer, système de jeu, il avait fallu changer certains joueurs qui ne jouaient pas, qui sont devenus titulaires, un peu comme a fait Sampaoli maintenant, où il remet en course certains joueurs. On a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup mais c'est voilà, le souvenir que je garderai, c'est cette qualification contre Liverpool où on a compris qu'on avait toutes les possibilités, les chances d'aller jusqu'au bout de la compétition. D'accord. On a Sébastien de l'OM Nation Genève, également OM Fever sur Twitter, qui nous demande votre plus grande fierté et votre plus grand regret à l'OM. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu être dans ce staff qui a été champion de France en 2010, parce qu'on souvent on donne on va mettre Deschamps en lumière la plupart du temps, ce qui est logique, c'est le coach et c'est normal. Mais c'était un travail qui avait été amorcé bien avant, sous l'année d'Éric Guéret, et qui s'est finalisé avec Didier. Mais voilà, ça a été un travail d'équipe. Donc ça a été une grande fierté de pouvoir vivre ce moment de titre avec l'OM. Et si j'ai un regret, c'est de ne pas être parti de Marseille avant que j'en parte d'une manière assez triste pour moi, mais j'aurais dû partir justement peut-être après le titre. D'accord. On a Nelson de l'OM Nation Genève toujours qui nous demande qu'est-ce que vous pensez du nouvel OM? Est-ce que vous les voyez finir dans les 5 premiers?
Je pense que c'est un OM en reconstruction avec Sampaoli. Je pense que c'est un OM qui aujourd'hui a un président qui est jeune mais qui connaît le foot avec Longoria, certainement ça va faciliter beaucoup de choses pour l'entraîneur dans l'arrivée de certains joueurs. Et oui, je les vois obtenir la 5e place, effectivement, oui. D'accord. Ahmed de l'OM Nation Genève qui nous demande que pensez-vous de l'absence totale des joueurs dans le staff et dans la hiérarchie du club, alors que dans tous les grands clubs, on construit autour d'eux? Bon, ça a été l'éternelle question tout le temps. Moi, je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas du sérail du monde professionnel, qui sont autant compétents que ces professionnels et même de grands joueurs. Donc, c'est pas, je ne vois pas. Après, en termes de respect pour certaines gloires, oui, on peut leur donner des postes honorifiques. Mais je crois que tout se mérite dans la vie. On peut pas donner aux gens des postes juste parce qu'ils ont été des grands joueurs ou parce qu'ils ont gagné des choses. Je vous dis encore une fois, il y a plein de gens et des coachs et des dirigeants qui n'ont jamais été des joueurs de foot professionnels ou des anciennes gloires de club qui restent dans leur propre club. Ça bouge. Ce monde-là a évolué. Ça, c'est des choses qui existaient avant, qui existent beaucoup moins aujourd'hui. D'accord, merci José. On a Vincent de l'OM Nation Genève encore qui nous demande quelles étaient vos relations avec Bernard Tapie. Alors, je lui dois beaucoup. On n'a pas collaboré longtemps. J'ai été un peu turbulent avec lui parce que c'est vrai que c'est dans ma nature, c'est dans mon caractère. Mais je lui reconnais une chose, que si j'ai mis un jour le pied à l'étrier dans une équipe professionnelle, c'est grâce à lui en priorité, ce qui m'a permis de côtoyer le monde professionnel. Et j'ai un respect. J'ai toujours eu un respect, même si parce qu'on peut ne pas être d'accord avec les gens, mais il est respecté. J'ai toujours eu un respect pour lui parce qu'il a fait, parce qu'il a fait de Marseille ce qu'il y avait de plus grand. Et j'ai du respect encore plus aujourd'hui parce que je sais que c'est un homme qui se bat contre quelque chose qui est compliqué. Et de la manière dont il se bat, je l'admire. Voilà, pour être très clair, j'admire sa combativité et j'ai encore beaucoup plus de respect aujourd'hui. Et oui, si je peux me permettre, José, pour la petite histoire, il vous avait propulsé entraîneur de l'équipe première quand il était revenu, lui, en tant que directeur sportif au club. Ouais. Il vous avait propulsé entraîneur en remplacement de Tomislav Ivic. Exact. J'étais d'abord l'adjoint de Tomislav Ivic. Et un jour, comme ça arrive souvent, Tomislav qui avait un certain âge et qui était colérique, qui s'était pris la tête avec Bernard. Il avait voulu partir. Et du coup, il a fallu que un peu par défaut, je me suis retrouvé entraîneur. Mais il m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et je ne pourrais lui dire qu'un grand merci à cet homme-là. Voilà. Et on le salue chaleureusement et on pense fort à lui. Sylvain, pour la Nation Genève, qui nous demande est-ce que vous pouvez nous raconter la période des Minots et qu'est-ce que vous en retenez? Oh, la période des Minots, c'est quelque chose de très simple. Hein. C'est un club qui perd pied, qui est financièrement à la ramasse, qui est à la rue. C'est même plus d'argent pour payer des déplacements. Et par défaut, vous allez chercher deux générations qui venaient de gagner. Une venait de gagner la Gabardella, qui est l'équivalent de la Coupe de France pour les juniors à l'époque. Et l'autre venait de gagner la Coupe de France pour les cadets, qui étaient les cadets de l'époque. Donc, les deux générations confondues, ça a fait une équipe. Et de cette équipe-là est né ce qu'on appelait les Minots, avec 6 matchs où on doit maintenir l'équipe en Ligue 2 et 17 matchs enchaînés derrière sans défaite. Et voilà, c'est une histoire qui s'est construite. Mais au-delà de ça, l'histoire humaine, c'est que de tout ce que nous sommes là, des Minots, nous sommes liés à jamais parce qu'on est liés comme des frères. Ça, il faut le savoir. Ce qui existe très peu dans le foot, nous sommes liés vraiment de manière très, très proche. D'accord, merci. Alors, on part au Congo, José, à l'OM Nation Pointe-Noire, avec Mo, qui vous demande, qui s'intéresse à Nottingham Forest, qui est actuellement menacé de descendre en 3e division. Pourquoi ce manque d'ambition pour un club aussi historique en Angleterre? Quel est le problème? Est-ce un problème d'investissement et comment le vivent les supporters? Non, alors Nottingham, déjà, ils sont pas aujourd'hui, ils sont calés quasiment au milieu, ils sont pas relégables, ils ont une grosse marge, ils ont entre 10 et 11 points d'avance sur les relégables.
Donc, je pense que même si les autres, il y a une équipe qui a 3 matchs de moins, mais ils ne descendront pas. Ils ont un bon coach, il y a un super projet là-bas. C'est simple, la Championship, c'est un championnat complètement différent. Vous avez 46 matchs de championnat, vous enchaînez des matchs de coupe, des matchs de cup de partout. Ça joue tous les 3 jours. C'est pas évident. D'ailleurs, bien ça, avec une équipe où il y avait des moyens colossaux, la première année, il n'y est pas arrivé. Il y a un public exceptionnel. C'est un lieu et un club mythique et magique. J'espère en tout cas qu'ils y arriveront. C'est pas un manque d'ambition. Mais la bagarre, elle est dure pour monter en première ligue. L'Angleterre, c'est vraiment le. J'ai découvert le foot en Angleterre, c'est passionnant. C'est à des années-lumière du foot français. C'est une autre vie, c'est autre chose. D'accord. Alors, on a Ben de Londres qui nous demande, lors de votre prise de fonction initiale au club au début des années 2000, quel était le projet pour le centre de formation et comment expliquez-vous le retard qui a été pris sur Lyon, Paris et Monaco pendant cette période? Je vais être très honnête avec vous. Des projets avec le centre de formation, ça a toujours été des projets par défaut. Et des vrais projets où on essayait de mettre en place une politique sportive de jeunes avec de la priorité pour tous les jeunes qui avaient du talent, ça n'a jamais existé. J'espère qu'un jour ça existera. Mais par contre, la philosophie à Marseille, quand vous voyez ce qui se passe au stade et quand vous voyez le public, comment ça se comporte, l'impatience et ainsi de suite, c'est très difficile d'avoir une formation. De manière épisodique, on a des joueurs de talent. Bon, vous voyez, il y a Camara, il y a Perrin qui arrive. Avant ça, il y a eu des frères Ayou, il y a eu des Carasso, il y a eu il y en a eu d'autres, des Flamini, et ainsi de suite. Alors, épisodiquement, il y a des joueurs de talent. Dans le club, il y a toujours eu des joueurs de talent, mais la barre et la marche est tellement haute que on peut pas espérer avoir un centre de formation comme Lyon ou d'autres. D'accord, merci José. Laurent Falzon sur Twitter qui vous demande, est-ce que demander à des supporters de dessiner les maillots de l'OM est une bonne idée? Ben moi, j'aimerais bien parce que je pense que dans le lot des supporters, il doit y avoir des gens qui ont de l'imagination et qui ont aussi cette fibre club et certainement qui trouveraient des choses que les designers d'Adidas avant et de Puma aujourd'hui n'ont peut-être pas conscience de ce que ça représente le maillot pour les supporters et pour le club. Moi, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un maillot qui soit pondu par les supporters. Ouais. Ça m'intéresserait de voir comment il serait. D'accord, merci. Alors, je vais vous poser, José, la dernière question. Donc, c'est la question de toute l'équipe du Talk. On a beaucoup parlé de votre parcours depuis le début de l'émission. Donc, on le rappelle, vous avez connu beaucoup d'émotions, notamment en tout premier comme joueur avec cette équipe des Minots. En tant qu'entraîneur, vous avez été jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA, comme on l'appelait à l'époque. En tant que directeur sportif, vous avez été champion de France en 2010, 3 Coupes de la Ligue également. Ça faisait 17 ans que le club n'avait plus rien gagné. Sur tout ce parcours que vous avez eu, qu'est-ce que vous retenez le plus? Où a été le moment où vous avez ressenti le plus d'émotions? Est-ce que c'est un match? Est-ce que c'est une période en particulier? Dites-nous tout. Non, j'ai une multitude d'émotions, mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est les hommes, l'aventure humaine que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Ça valait le coup de le vivre. Ça valait le coup de voir des choses, de découvrir des choses comme j'ai pu le vivre, malgré les points d'accroche que j'avais avec Deschamps. Le fait d'avoir été champion, ça a été quelque chose de fort. L'année d'avant avec Guéret, j'avais vécu une année passionnante aussi. Les années passées avec Diouf, c'était des années passionnantes. Il y a eu les années, même quand tu es arrivé d'Acier, c'était quelqu'un d'intéressant. D'Acier, c'est quelqu'un qui venait d'un autre monde, mais qui a vite compris comment ça fonctionnait. J'ai envie de vous dire que j'ai pris du bonheur un peu avec tout le monde et que si je devais sortir quelque chose, je n'y arriverais pas. Mais les années que j'ai passées à l'OM, en tout, j'ai passé 26 ans. J'ai passé une période de 76 à 87, même plus que ça. Et je suis revenu en 97 pour en partir en 2016. Donc, si vous voulez, de toutes ces années-là, j'ai envie de vous dire que j'ai vécu que des moments de bonheur et que dans mon cœur, aujourd'hui, même si je ne suis plus dirigeant, je ne suis plus rien, je reste le premier fan et le premier supporter de l'Olympique de Marseille parce que ce club-là est dans mes tripes, est dans mon cœur et dans mon sang. Donc,
quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se soit passé de négatif pour moi ou quoi que ce soit, jamais je pourrais oublier ce que j'ai pu vivre. Et je l'ai vécu aussi avec les supporters, même si à la fin ça s'est mal terminé. J'ai vécu avec eux des choses tellement fortes. J'ai vécu avec choses, j'ai vu des choses, des gens passionnés, tout ça, ce que j'aime en réalité. Donc le négatif, je l'ai complètement occulté, je garde que le positif. En tout cas, José, nous, on a vécu un grand moment de bonheur en faisant cette émission avec vous. Merci infiniment d'être venu, de nous avoir raconté tous ces témoignages, ces anecdotes et également votre analyse tactique tout au long de cette émission. Merci beaucoup, José. Mais merci à vous de m'avoir invité. C'était intéressant et je vous remercie de m'avoir invité. Mais moi, je voudrais dire une dernière chose. Je voudrais dire que José, il est modeste parce que chaque fois qu'il a été là, il s'est passé quelque chose pour l'OM de bon. À chaque fois. Et ça, il ne vous le dira pas. Ça, il vous le dira pas. Tu sais, je vais te tutoyer, pardon, mais ouais. je vais te dire quelque chose. Il est arrivé un moment où, quand j'ai dit tout à l'heure que j'aurais dû partir en 2010, c'est qu'à un moment, tout ce que tu as pu faire, parce que bien sûr, dans une vie, dans une carrière, tout n'est pas positif. Quand tu prends des joueurs, il y a toujours du déchet. Et bien sûr, quand on veut appuyer là où ça fait mal, on va toujours prendre ce qui ne va pas. Mais tout ce qui a été, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a… Il n'y a jamais personne qui a voulu trop le soulever. Et ça m'a attristé par moments parce que je me disais, quand même, tous ces joueurs, je pourrais les citer là vite fait comme ça, les Mamadou Niang, les Pagis, les Bonnard, les Mandanda, les Mendy, les Thauvin, les Lemina, les Imbula, et je prends, mais il y en a d'autres, les Diawara, les Taiwo, Valbuena, tous ces joueurs qu'on a réussi à faire venir avec quasiment pas d'argent parce qu'on n'avait pas l'argent qu'aujourd'hui l'OM peut avoir ou qu'on a eu après quand Deschamps est arrivé. Parce qu'en fait, quand Deschamps est arrivé, ça a été open bar. Il a fallu sortir beaucoup pour être champion, il a fallu faire ce qu'il faut. Mais les années où on a fait tout ce qui s'est passé avant, alors effectivement, on retiendra toujours que ce qui n'a pas été réussi, ce qu'il y a eu, les échecs qu'il y a eu, on prendra toujours les 5-6 joueurs sur 12-13 ans où ça n'a pas été. Voilà, on prendra ça. Mais dans la quasi-totalité, moi j'ai envie de dire que le boulot qu'on a fait, je ne dis pas moi, mais parce que c'était un ensemble, je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. Après, qu'on soit pointé du doigt parce qu'on est directeur sportif, il y a zéro problème. Je pense que j'avais la carrure pour pouvoir l'accepter et l'encaisser. Je n'ai jamais été un pernicheur et je ne le serai jamais. Je pense que je suis un vrai bonhomme et que les choses, quand il fallait les dire, je les ai dit. J'ai toujours défendu le club comme il fallait le défendre. Je ne regrette rien. Je me suis toujours mis en avant. Quand il fallait aller contre le PSG, contre le club en bleu et blanc et ouvrir sa bouche et sa grande gueule, parce que quelquefois, il faut ouvrir sa grande gueule et le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait peut-être à mon détriment. Je l'ai fait peut-être comme ça. Mais c'était le moment où il fallait le faire. Je ne regrette rien du tout de tout ce que j'ai pu faire. Mais merci en tout cas d'apprécier ce que j'apprécie en tout cas ce que tu as dit, mais c'est tellement très peu soulevé qu'aujourd'hui je me dis que bon, je cherche même plus à comprendre, quoi. Je laisse faire. Merci à toute l'équipe du Talk qui a préparé cette émission. Merci à vous pour votre fidélité chaque semaine et on se dit à la semaine prochaine. Salut, bye bye.